Chez les scouts, on a un dicton qui dit qu'on donne sans rien attendre en retour. Et c'est un peu mon mantra du quotidien. Je donne sans rien attendre en retour. Quand je suis chez les scouts, et ben voilà, j'ai envie de faire vivre à ces enfants des moments en nature, dans l'entraide et l'écoute. Voilà, donner son temps, c'est toujours gagnant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Gérifaut et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Parpaing et Sac à main, le podcast qui met en lumière des femmes ayant des métiers atypiques ou plus classiques dans un secteur parfois jugé très traditionnel, le bâtiment. Au détour de conversations, découvrez avec moi leur quotidien en tant que femme, chef d'entreprise ou salariée, leur parcours, leur vision du secteur, leurs challenges, leurs doutes et leurs réussites. Allez, stop! Découvrons sans plus attendre cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Aujourd'hui, spéciale dédicace à nos amis bretons, car oui, la Bretagne sera notre point de chute. Enfin, la ville de béton, plus particulièrement pour ceux qui connaissent. Et c'est une belle découverte que je vous propose de faire, d'une part, sur un métier pas si connu que ça, le métier de couvreur. Et en plus, et je cite le nom de son Instagram, si #le couvreur est une gonzesse. Cet échange, c'est un pur moment de plaisir avec une femme dynamique, avec un humour auquel j'adhère totalement, la tête bien posée sur les épaules et lucide. Elle n'hésite pas d'ailleurs à se former, à prendre de la hauteur en tant que dirigeante pour développer au mieux son entreprise. Nous échangerons sur son parcours, comment elle est arrivée à devenir couvreuse. Vous verrez, tout est parti d'une histoire d'allergie. Elle nous parlera de son métier. Bah oui, c'est pas toujours simple, surtout quand on a un métier très tributaire des conditions météorologiques. Pour finir, nous aborderons également le sujet de l'organisation personnelle, comment co-gérer une entreprise avec son mari, gérer les enfants et puis tout le reste d'ailleurs. Et vous verrez, Marie est une femme de challenge. Elle nous les détaillera depuis la création de son entreprise il y a plus de 10 ans. Nous parlerons aussi de son implication au sein de la CAPEB, de la Commission départementale des femmes artisans. Et bonus ou cerise sur le gâteau, elle nous parlera en toute transparence des anecdotes plutôt rigolotes de ses clients toujours un peu surpris de voir une femme monter sur un toit. Allez, j'arrête là et je laisse place à cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour Stéphanie, merci. Comment allez-vous ? Très bien, sous le soleil breton. Non mais c'est vrai, en vrai. C'est vraiment vrai, ouais. On n'a jamais eu des années aussi ensoleillées, donc faut pas le dire trop fort, sinon on va être envahi. Mais... En une phrase, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Marie-Pierre Marie, j'ai 32 ans et je suis couvreuse en Bretagne. Marie, comment vous êtes-vous retrouvée sur les toits ? Je me suis retrouvée sur les toits par un heureux hasard. En fait, c'est un métier que je voulais déjà exercer quand je me suis retrouvée à me poser des questions dans l'adolescence sur ce que je voulais faire et tout ça. Sauf que à ce moment-là, c'était plutôt charpente et couverture, puisque j'ai un frère qui est charpentier. D'accord. Quand il ramenait des maquettes de ses stages de formation, ça me faisait rêver, quoi. Et en fait, à ce moment-là, les filles n'étaient pas les bienvenues, c'était trop tôt. Donc du coup, je suis partie au lycée et au lycée, j'ai toujours pas trouvé ma place. C'était compliqué, je savais que je voulais faire quelque chose de mes mains. J'ai retenté, mais j'ai trouvé aucune entreprise. Donc je suis partie une première fois en apprentissage en boulangerie. Donc j'étais boulangère pendant 1 an et la vie a très bien fait les choses, c'est-à-dire que j'ai fait une allergie à la farine. Et là, je me suis dit, allez, c'est que voilà, je ne dois pas être là. Après, j'ai toujours aimé apprendre, donc j'ai retenté, j'ai toujours pas trouvé d'entreprise. Je me suis reconvertie en tapissier garnisseur. J'ai passé tous mes diplômes et tout ça. J'étais très contente d'apprendre, je m'y plaisais bien, mais c'était toujours pas ça. Et puis, j'ai un dicton, c'est on se trompe jamais. On apprend, on acquiert des compétences qui servent par la suite toujours. On parle de reconversion. Pour moi, c'est continuer en fait les expériences. J'ai rencontré mon conjoint qui est couvreur et là, quand on a déménagé en Bretagne, j'avais besoin d'un coup de main et puis c'était vraiment l'occasion là. Je pouvais acquérir les compétences directement sur le terrain et auprès d'hommes de métier. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai ouvert une entreprise de couverture et en fait, comme j'étais chez moi, c'était ma boîte, j'avais le droit d'exercer ce métier et j'ai appris sur le tas. D'accord. Donc vous n'avez pas forcément passé de diplôme spécifique, mais du coup, tel le padawan, vous avez suivi votre époux qui vous a appris sur
sur le terrain directement, comme un maître de stage au début, et puis après... C'est ça. Alors les conditions étaient un peu différentes, c'est-à-dire que pour moi, il n'était pas question de suivre justement coûte que coûte un conjoint et d'être la femme du patron. Je respecte parfaitement les femmes qui font ce choix-là, mais c'était pas le mien. Je voulais garder une indépendance et puis surtout avoir des billes. On s'investit tellement dans nos entreprises que il était hors de question de ne pas y prendre part et d'être décisionnaire surtout. Il était vraiment condition d'avoir des parts dans l'entreprise qu'on ouvrait, même si sur le coup j'étais pas formée au métier de couvreur. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis formée à tous les métiers de gestion. Ah, d'accord. J'allais au chantier 4 jours par semaine et le 5e jour, j'allais une fois par semaine en cours faire un diplôme de gestionnaire d'entreprise artisanale du bâtiment. Donc j'ai appris la gestion du personnel, la comptabilité, la bureautique, enfin vraiment tout ce qui touche à la gestion d'une entreprise. Ah oui, donc c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a le côté terrain, mais en même temps de dire ouais, mais moi avant tout, je suis aussi chef d'entreprise et j'ai besoin de savoir toutes les casquettes que doit avoir un chef d'entreprise. C'est ça, on était avec Mathieu en pilote, copilote, mais pas de plan de vol. Donc on savait voler, on savait faire des toitures sans aucun problème. Le métier, on l'avait, mais ce qui nous manquait vraiment, c'était le plan de vol, quoi. Comment on pilote une entreprise. Ça nous a fait pas mal de tort les 2 premières années où ça a vraiment été difficile. Mais une fois que la formation était faite, j'ai vraiment pu prendre les rênes et puis gérer sur des aspects investissement financier et tout ça. Du coup, notre entreprise a pu... Enfin là, cette année, on fête nos 10 ans, c'est que ça a quand même marché. Ah oui, bravo, joyeux anniversaire. Merci. C'est un métier qui est dur à apprendre ? C'est pas un métier difficile en soi à apprendre, mais il est exigeant sur le plan physique, aussi sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'il mobilise pas mal de compétences, par exemple en termes de mathématiques, de calcul. Enfin, c'est un bon mélange qui challenge au quotidien. Donc le physique et le cérébral. Le physique et le cérébral, exactement. En termes physiques, qu'est-ce qui est dur ? Alors, il faut monter toute cette huile ou ces ardoises là-haut. Donc, oui. Déjà rien que ça, ça va pas être si simple. En quoi, sur d'autres aspects, ce métier est très physique ? Alors c'est vrai que le plus physique reste quand même l'acheminement des matériaux sur le toit. Alors il y a des moyens de levage, mais il faut pas oublier que nous on est dans une TPE, on est 2 par exemple, le camion grue et tout ça, faut oublier. On peut pas acheter ce type d'éléments de levage sur une structure comme la nôtre. Donc on essaye d'adapter, on a un monte-charge, mais il y a quand même des choses où à un moment donné, le monte-charge peut acheminer jusqu'à l'échafaudage, mais à un moment donné il va falloir quand même monter nous-mêmes à dos d'hommes en fait et de femmes le reste des matériaux. Il faut être assez souple. Peut-être que vous passez des moments sur des lieux où, tout compte fait, vous avez peu de place. Donc, il faut peut-être se tenir d'une certaine manière. Enfin, je pense que le côté physique, à se tenir sur certaines positions sur ses jambes, ça peut être aussi un peu compliqué. Oui, c'est vrai que au début, j'avais pas mal de courbatures dans les mollets. Enfin, parce que le pied n'est jamais vraiment droit. C'est pas des postures qu'on a naturellement, en fait. On travaille énormément à genoux en Bretagne, puisqu'on pose de l'ardoise et ça se fait à genoux, les genoux dans les lithos, en fait, on a des genouillères et tout ça, mais ça reste quand même une posture qui est pas évidente. Puis après, c'est vrai que parfois, on intervient avec des accès difficiles et étroits. Alors là, on rentre le ventre, on essaye de passer au mieux, mais c'est pas toujours simple. Votre métier, en fait, en quoi consiste-t-il vraiment ? Parce que, bien entendu, on repose, en fait, des ardoises, des tuiles, etc. Mais je présume que c'est qu'une toute petite partie du périmètre de votre métier ? Oui, en couverture, en fait, on parle d'enveloppe globale du bâtiment. Donc on va pouvoir être amené à refaire effectivement une toiture, le plus classique, mais aussi des bardages, habiller un muret de couvertine en zinc. En fait, le plus classique de notre travail, c'est de démonter une toiture complète. On va reprendre des éléments de charpente, redresser une charpente par exemple, et puis après repartir sur un support neuf, donc des lattes, des lithos, des voliges. Et ensuite, on va poser soit des ardoises, soit du zinc. Et c'est là où il y a différentes compétences qui entrent en jeu. Par exemple, le zinc, ça demande de savoir plier du zinc, lui donner les bonnes formes, savoir souder, puisque ça aussi c'est primordial en couverture. On s'ennuie pas. Ouais. Et alors, avec les conditions météo, alors déjà, je pense que sur ces ardoises, même si vous êtes en Bretagne, la lyonnaise qui a les gros clichés. ça charrie. Ça charrie un peu. Ça doit quand même un peu cogner là-haut. Oui, effectivement. Alors l'été, souvent on dit c'est beau temps pour les couvreurs, et en fait non, je préfère encore quand il y a une toute petite bruinasse ou ou l'hiver, parce qu'en fait on peut rajouter une couche et puis on travaille avec des sous-vêtements comme si on allait en montagne en fait, alors qu'en été pas non plus
juste des habits. Enfin, les hommes enlèvent facilement le t-shirt. Moi, c'est pas mon cas. Mais on met une grosse marque de cycliste. Voilà, c'est ça. On met un grand chapeau, de la crème solaire, beaucoup d'eau. Mais ça reste quand même le plus difficile. Et c'est vrai que l'été dernier, on a bien souffert avec les épisodes caniculaires. Et on essaie d'adapter du coup nos journées de travail, parce que sinon, c'est pas possible. Oui, parce que probablement, chaque jour, en fait, c'est un peu la météo qui décide si vous allez travailler ou pas. Du coup, ça peut être quand même des fois des surprises et revenir en fait en arrière 2, voire 3 jours, voire plus, non? Oui, alors c'est là où tenir un planning en couverture, c'est l'équivalent de Damirma avec sa boule de cristal. C'est impossible. Enfin, nous, on donne plus de dates très précises pour les chantiers parce que justement la météo rentre en ligne de compte. Par contre, l'image du couvreur qui travaille que quand il fait beau, ça n'existe pas chez nous. On travaille vraiment par tout temps. Si on peut pas lever les bâches parce qu'il pleut sur tel chantier, c'est pas grave, on a toujours quelque chose à faire. La météo, effectivement, dicte notre planning et en même temps, ça a un côté assez plaisant, en fait. Je trouve, ça nous rappelle qu'on maîtrise pas toujours tout et qu'il faut s'adapter. Ouais, donc il faut avoir une capacité d'adaptabilité assez importante, alors. Exactement. Quelles sont les autres qualités du métier de couvreur ou couvreuse? Aimer le travail au grand air. Alors justement, quel effet ça fait d'être là-haut? C'est un petit côté plaisant parce qu'en fait, on a vraiment une vue. Moi, souvent, je travaille sur des coins vraiment pas moches et du coup, on a une super vue sur nos campagnes. Quand j'ai de la chance, c'est en bord de mer, donc on travaille avec le bruit des vagues. C'est juste magique. Et puis, on a ce sentiment de liberté, en fait. Ça rend le travail encore plus facile, ce qui fait que beaucoup de couvreurs le pratiquent avec bonheur. C'est que, voilà, on a cette impression de liberté qui est hyper plaisante. Donc concrètement, vous regardez les gens de haut, quoi. Non, on évite quand même de regarder les gens de haut, mais c'est vrai que du coup, on voit un peu les habitudes des gens qui sont autour, enfin leur fonctionnement. Les gens nous saluent plus facilement, en fait. Parfois, surtout avec les smartphones, les gens marchent le nez dans leur téléphone et tout ça. Là, ils entendent un gros coup de marteau juste au-dessus de leur tête. Ils sont surpris et on nous fait assez facilement coucou. C'est vrai que le moment que je préfère quand même, c'est quand les assistantes maternelles passent avec les poussettes, les gamins qui nous regardent tout là-haut. Franchement, j'ai l'impression d'avoir une cape de super-héroïne. Je leur fais coucou, ils sont trop mignons. Oh maman, regarde, il y a une dame, elle est sur le toit. C'est exactement ça. Ils sont toujours très surpris et ils nous font assez facilement coucou. Moi, j'aime dans ces moments-là. Ces moments-là, justement, qu'est-ce qui vous passionne aussi dans ce métier-là? Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable, en fait, dans ce métier? La couverture, ça fait partie du gros œuvre et ce que je trouve vraiment à chaque fois waouh, c'est l'effet que ça fait. Une fois qu'on a réalisé l'ouvrage, c'est la plupart du temps énorme et donc quand on part, je fais souvent des photos avant-après juste pour me rappeler tout le travail accompli, d'avoir mis des gens au sec ou d'avoir amélioré leur habitat si on a fait une isolation. Voilà, de me dire qu'avec nos 2 mains chacun, on a réussi à réaliser tout ça, quoi. C'est vraiment hyper plaisant et c'est valorisant, je trouve. Vous avez des chantiers anecdotiques ou plus marquants ou symboliques auxquels vous pouvez penser et nous le partager? J'ai ce chantier qu'on a préparé durant le Covid. C'était en fait un chantier en termes déjà techniques. C'était en fait une ancienne véranda salle de bain. En fait, il y avait une atypique. Ah voilà, c'était atypique. C'était sous une véranda en quart de cercle. Il y avait une balnéo, vraiment une superbe salle de bain. Tout fuyait, donc ils nous avaient demandé un devis pour refaire la structure complète. Et en fait, on est parti sur une ossature bois et après une toiture en zinc en quart de cercle. Donc là, c'était en termes de technicité zinc-gris important, mais en plus de ça, on avait la partie charpente, donc ossature bois, et la cliente m'a demandé des conseils au niveau des menuiseries aussi, l'emplacement des menuiseries et tout ça. C'est là où la tapissière qui était en moi a pu donner son avis, les aider, les conseiller. On a fini par faire ce chantier à 100%, sauf le carrelage et la plomberie. Là, franchement, c'était hyper satisfaisant parce que ça nous permettait déjà aussi de nous projeter post-Covid. C'était des gens qui nous faisaient confiance. Et une fois que c'était réalisé, les contraintes techniques étaient hyper fortes sur ce chantier-là. Voilà, c'était hyper plaisant. Donc un chantier qui marque, atypique et qui marque sur pas mal d'aspects alors. Ouais, exactement. Non, c'était vraiment chouette. Et puis en plus, dans la qualité des finitions, on a pu faire venir des produits qu'on affectionnait, qui sont fabriqués en Allemagne. Enfin, vraiment de la belle finition. Ça a fait plaisir aussi d'avoir des clients qui nous suivent parfois dans ce type de chantier. C'est de sortir un peu de l'ordinaire, de réaliser vraiment des chantiers d'exception. Alors, parlons de chantier. Bon, concrètement, Marie, est-ce que vous avez retrouvé votre échelle télescopique? Non, j'ai pas retrouvé mon échelle télescopique. Si elle m'entend, je ne
l'abandonne pas. Si elle nous entend, si elle est séquestrée quelque part, qu'elle nous appelle. Alors pour resituer le contexte, Marie a mis dans ses stories à la une un gros coup de gueule et on la comprend parce qu'elle s'est fait voler son échelle sur un des chantiers. Donc c'est sûr que probablement d'autres ont déjà eu malheureusement ce problème-là. Et l'idée, et que j'ai trouvé très bonne, c'est de dire au bout d'un moment, je vais peindre toutes mes échelles en rose fluo. Alors concrètement, est-ce que vous avez peint toutes vos échelles en rose fluo pour pouvoir les repérer si quelqu'un à nouveau décide de les prendre? Non, j'ai pas peint toutes mes échelles en rose. Mathieu a mis son veto, mais vraiment, c'était. En fait, je suis tellement bisounours que quand je suis arrivée le matin là sur ce chantier, je me suis dit, le menuisier a dû me l'emprunter ou le client en avait besoin pour tailler son pommier. Enfin, vraiment, j'étais à 1000 lieues de penser qu'on m'avait cambriolé le chantier en fait. Et après, je me suis rendu compte qu'il me manquait ma raboteuse et ainsi de suite. Et là, en fait, vraiment, j'ai eu ce sentiment d'injustice de dire quoi. On achète nos outils, parfois on met plusieurs... Moi, cette échelle télescopique, j'avais mis plusieurs mois, en fait, à oser investir ça. C'est assez aussi féminin, je pense. Mathieu, quand il a besoin d'un outil, il se dit, j'en ai besoin. Je vais l'acheter. Moi, je me dis, non, mais vraiment, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et voilà. Donc, ça faisait partie des premiers trucs que j'avais acheté, moi, pour m'adapter à mon poste de travail sur chantier, tout simplement. Donc, l'échelle télescopique, ça me permettait d'éviter de porter des échelles qui sont grandes et lourdes. Et voilà, et quelqu'un de l'a prise. Voilà, c'est pas un podcast commercial, mais est-ce que Wurt a bien reçu l'appel et a envoyé un code promo pour en acheter une autre? Pas du tout, Wurt ne m'a pas entendu. J'ai pas du tout, du coup, c'est vrai que le commercial, quand je l'ai appelé, m'a proposé une réduction, et en fait, j'avais plus de réduction en passant par le code d'un influenceur que moi directement, alors que je travaillais avec eux depuis des années. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que je ne l'ai pas racheté, en me disant, quoi, non mais attends, c'est le monde à l'envers. Donc vous avez créé un compte Instagram qui s'appelle, et donc qui peut être suivi, Le Couvreur est une gonzesse. Bon, alors, il y a une petite provocation, mais du coup, pourquoi ce nom? Effectivement. Alors, je suis un peu une empêcheuse de tourner en rond et c'est un nom un peu provoque. Mais c'est aussi, il y a une anecdote derrière. Un jour, on intervient chez des clients pour réparer une ardoise avec Mathieu. Et puis, je mets l'échelle en place et tout ça. Et puis, je vois bien qu'il est assez circonspect, le monsieur. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, mais vous allez monter sur le toit. Et puis, là, je fais toujours cette petite blague en disant, non, vous inquiétez pas, je vais la réparer d'ici. Donc là, ils ont ce petit moment de dire, ah oui, effectivement. Et après, comment ça, d'ici? Comment ça, d'ici, on peut pas. Voilà. Et puis, il me dit, non, mais très bien, voilà. Et puis là, il rentre. Et puis, il dit à sa femme, il avait la fenêtre de la cuisine ouverte. Il dit à sa femme, Germaine, tu sais quoi? Le couvreur, c'est une gonzesse. Et en fait, ça m'a tellement fait rire, quoi. C'est très drôle. Et ça m'était resté. Au début, je partageais un petit peu mon quotidien, chantier, voyage, famille, enfin voilà, sur mon compte Insta classique, quoi. Et puis, je voyais qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai dû poster un truc et j'ai plusieurs couvreurs qui sont arrivés. Je me suis dit que j'allais quand même créer un compte à part pour vraiment partager le métier. Donc c'est vrai que l'anecdote est plutôt marrante. Et d'ailleurs, je rebondis pareil sur une publication que vous avez faite et qui m'a fait beaucoup rire. Donc je vais la décrire, hein, vu qu'on est en audio. C'est ce qu'on appelle donc des mèmes, hein, c'est des espèces de gifs, de petits films animés. Et là, on a une petite fille de 4-5 ans qui a une magnifique robe de princesse et qui est tellement fière de cette robe, qui pense qu'elle est sûrement la princesse du monde et qui marche avec une fierté. Et puis, vous légendez, en fait, quand je débarque chez un client hyper sexiste, mais qu'il a besoin de moi pour réparer la fuite. Alors, à part donc l'anecdote que vous m'avez fait part tout à l'heure, est-ce que c'est assez fréquent? Ce qui est fréquent, en fait, c'est les gens qui manquent de respect au téléphone quand ils demandent une intervention, qui pensent, en fait, s'adresser à la secrétaire. Et c'est là où on voit que les gens traitent assez facilement les secrétaires comme des nunuches. Et ça, je trouve que c'est insupportable. Quand je débarque pour, justement, réparer la fuite ou ce genre de choses, j'hésite pas... Une robe de princesse ou pas? Non, j'hésite le tutu, mais... non. Mais quand je débarque et que j'hésite pas à dire « Oui, on s'est eu au téléphone », vraiment pour dire
C'est à moi. C'était moi. C'est à moi que tu as parlé. Là, on voit que les gens, après, se hyper gênés. Et moi, ça me fait rire. Donc, j'hésite pas à leur mettre le nez dans leur caca et leurs clichés. Mais après, généralement, c'est des clients qui rappellent, qui hésitent pas à nous remercier. Ça se passe bien par la suite. Effectivement, vous êtes énormément suivi donc sur Instagram et donc par pas mal de pairs, alors féminins, majoritairement masculins, hein, forcément. J'ai vu les quelques messages, souvent c'est assez gentil, bienveillant, entraide. C'est majoritairement ce type de message ? Oui, c'est de l'entraide, des encouragements aussi, parce que du coup, ils ont la réalité du chantier, donc ils savent que ce qu'ils vivent, je le vis aussi. Après, ça arrive quand même souvent aussi, à chaque publication, sur une trentaine de messages, j'en ai un ou deux qui dit « moi, j'aurais pas fait ça comme ça ». Voilà. Mais ça, c'est la magie des réseaux sociaux, en fait. On donne la parole à tout le monde et faut l'entendre. Il y a pas de problème. Après, ça arrive aussi qu'il y ait des hommes, ça les fait kiffer, en fait, des femmes sur chantier. Là, j'hésite pas, je bloque, en fait, dès qu'on me demande ce que tu peux m'envoyer. Oui, on n'est pas sur Tinder non plus, quoi. Voilà, c'est ça. J'hésite pas, je bloque et je partage régulièrement une photo de Mathieu en disant c'est pas mon frère, quoi. Voilà. C'est d'ailleurs devenu une boutade quand on se croise, quand on est allé à hashtag c'est pas mon frère. C'est ça. En allant à Batimat, les gens qui rencontraient Mathieu, ils le voient sur mes stories, mais Mathieu déteste les réseaux sociaux. Quand il le voyait, il fait « Ah ouais, t'es le gars qui est pas son frère ». Voilà. Alors vous êtes hyper engagée et notamment auprès de la CDFA, donc la Commission départementale des femmes artisans. Donc c'est la CAPEB, c'est ça ? Oui, c'est une commission qui est au sein de la CAPEB. Alors là, c'est départemental. Donc moi, je suis dans la commission du 35. C'est une commission qui regroupe en fait les femmes artisanes, les femmes qui travaillent avec leurs conjoints dans des entreprises familiales ou pas. Et ça regroupe donc des femmes vraiment de terrain et d'autres qui sont dans les bureaux. D'accord. Et pourquoi cet engagement ? En fait, je trouvais ça important de faire avancer la cause des femmes dans le bâtiment, mais aussi de changer mon propre regard là-dessus. Au début, j'étais assez vindicative en disant que j'y trouvais pas ma place, que moi j'étais une femme de chantier, que effectivement mes problématiques n'étaient pas celles des secrétaires, des assistantes de gestion et tout ça. Et en fait, elles m'ont vraiment beaucoup apporté, elles m'ont fait déjà changer mon discours pour vraiment me faire comprendre qu'on était complémentaires et puis de pas aussi se sentir seule. On a des problématiques identiques dans nos entreprises et c'était important. Et la CAPEB nous donne la parole au sein de ces commissions. D'accord. Mais du coup, ça doit être quand même assez chronophage de gérer l'entreprise, d'être présent dans cette commission-là. Et puis, on précise aussi que vous avez des enfants. C'est ça. Qui ont quel âge ? Ma grande va avoir 11 ans et mon fils a 9 ans. Alors, si je calcule, concrètement, vous avez eu le premier, vous avez ouvert votre entreprise, vous avez eu le deuxième. C'est ça. J'ai fait ma formation préalable à la Chambre des métiers, enceinte du deuxième. Et puis, on a même acheté la maison dans la foulée. On s'est dit vraiment, ça passe. Beau challenge. Comment vous arrivez à vous organiser comme ça ? Parce que en travaillant avec votre conjoint, ça doit pas être si simple aussi que vous allez pas faire les devoirs sur le toit. Comment ça se passe le quotidien ? Alors maintenant, c'est quand même plus facile que quand ils étaient plus petits. Quand ils étaient plus petits, ils allaient un petit peu chez la nounou, à l'école. On essayait, on n'a pas de famille autour vraiment proche de nous. Les beaux-parents sont à 1 heure de route, donc on est assez isolés en termes de famille. Par contre, j'ai des copines qui me soutiennent, donc qui n'hésitaient pas plus petits à les garder. Et puis on adapte aussi notre travail tout simplement. Moi, par exemple, le matin, je suis pas comme les bonhommes qui sont au chantier à 7 heures. Mes enfants commencent l'école à 8h30. C'est pas grave, je les dépose et puis je vais tout de suite sur mon chantier. Ma pause déjeuner est raccourcie et le soir, ils font à l'étude ou à la garderie et je les récupère pour à peu près 18h. Je leur fais faire les devoirs et comme toutes les mamans, je prépare à manger, je leur raconte leur petite histoire, on débriefe de leur journée, on échange, on fait un petit jeu de société, je les couche, mais ma journée s'arrête pas là du coup. Là, c'est la partie bureau qui prend le relais de 21h à 23h, minuit. C'est vrai que j'ai des bonnes journées. Oui, j'imagine. 3 vies en une, bravo. C'est ça. Puis après, effectivement, je trouve que c'est aussi important pour les enfants de leur montrer. Quand on a des convictions, il faut se donner les moyens.
voilà, faut s'accrocher, faut se donner les moyens de les vivre. Je suis aussi engagée chez les Scouts et Guides de France. J'ai ouvert un groupe l'année dernière sur la commune voisine et effectivement il y a des week-ends, j'en ai pas en fait. Je passe mon week-end à camper avec 80 enfants et en fait chez les Scouts on a un dicton qui dit qu'on donne sans rien attendre en retour et c'est un peu mon mantra du quotidien. Je donne sans rien attendre en retour, mais en fait ça rapporte 1000 fois au sein de la CAPEB quand je donne du temps, quand je vais échanger avec d'autres femmes. Là par exemple on a eu l'assemblée générale de la commission nationale des femmes de l'artisanat. On rentre de 2 jours reboostés, on a envie de faire entendre la voix de toutes ces femmes. Quand je suis chez les Scouts, j'ai envie de faire vivre à ces enfants des moments en nature, dans l'entraide et l'écoute, donner son temps, c'est toujours gagnant. C'est sur cette phrase que nous allons presque conclure et terminer, mais j'ai pas fini encore, Marie. Je vous propose avant de terminer de passer par les questions pour un parpaing. Pour démarrer, Marie, vous êtes plutôt été ou hiver ? Hiver. Phare breton ou kouign-amann ? Ah, le kouign-amann. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ouais, ça va, je pense. Ça passe. Ça se mange mieux que ça se prononce. Bon. Mettre la clim ou ouvrir la fenêtre ? Ouvrir la fenêtre. L'écologie avant tout. Écouteur ou casque ? Casque. Bière ou vin ? La bière. D'originalement, c'est la bière. C'était un peu orienté aussi. Oui. Super Mario ou Sonic ? Super Mario. Costume de princesse ou costume de cow-boy ? Cow-boy. Koh-Lanta ou Top Chef ? Koh-Lanta. Club Med ou scoutisme ? Scoutisme, le confort c'est surfait. Et pour finir, parpaing ou sac à main ? Ah parpaing. Parpaing et sac de rando. Et c'est parti. Et sac de rando, ok. C'est bien, on prend aussi. Marie, vraiment merci parce qu'effectivement, déjà de prendre un petit peu de temps, je sais que c'est pas facile pour vous vu l'emploi du temps que vous nous décrivez. Et moi, je vous remercie tout particulièrement parce que du coup, j'ai appris à découvrir aussi ce métier-là que je connaissais pas forcément. Donc, j'espère que pour d'autres personnes, ça suscitera peut-être des vocations. Auriez-vous un petit mot de la fin ? J'aurais un message en fait pour les jeunes générations qui se cherchent, leur dire qu'en fait on se trompe pas, on acquiert toujours des compétences. C'est pas grave de se réorienter à un moment donné. Le temps qu'on a passé à apprendre, il est jamais perdu. Donc de pas hésiter parfois à essayer, à tester et puis à toquer aux portes des entreprises pour vraiment venir vivre nos métiers le temps d'une semaine, un mois, de pas hésiter à se lancer. C'est un beau message, vous avez parfaitement raison, parce que de découvrir des métiers c'est très difficile, surtout des métiers manuels, et quand on sait que on travaille à peu près la moitié de sa vie, ça vaut le coup d'arriver, de prendre le temps de trouver celui qui nous correspond. Exactement, je me verrais pas faire un autre métier là, vraiment je me sens à ma place, alignée et en liberté. C'était un merveilleux mot de la fin. Encore merci. Merci beaucoup Stéphanie. Je continue à vous remercier pour être de plus en plus fidèles aux épisodes de Parpaing et Sac à Main. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'apparemment, peu importe que vous soyez issu du secteur du bâtiment ou pas, chacun trouve écho différemment suivant les épisodes. Certains adorent les retours très opérationnels et d'autres ont plaisir à écouter les échanges autour des enjeux et des préoccupations actuelles. Je le répète, désolé, mais vos retours sont très importants, ça permet de progresser à chaque épisode. Et vous avez plusieurs manières de le faire, soit bien entendu via mon LinkedIn perso, Stéphanie Gériffaut, ou sur mes différents comptes pro via ma société Digibat. Si vous les appréciez, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de diffusion, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, bref, il est de partout. Alors, c'est basique, mais pas tant que ça, parce que du coup, ça permet au podcast d'être davantage mis en avant sur les plateformes. N'hésitez pas, par exemple, à le faire écouter à vos enfants, ça peut peut-être aussi intéresser des centres de formation pour promouvoir davantage ces métiers. Et surtout, si vous avez dans votre réseau des personnes qui correspondent à l'état d'esprit et aux valeurs de Parpaing Sac à Main, alors n'hésitez pas à m'en parler. Allez, à très vite pour un nouvel épisode.